Séance. Bien, mes chers collègues, conseillères et conseillers départementaux, nous sommes aujourd'hui à moins de 15 jours des élections, du premier tour des élections municipales. Et alors, ça concerne 21 conseillères et conseillers départementaux. Vraiment, je répète, ça concerne 21 conseillères et conseillers départementaux. On aurait été dans Lyon, ça aurait été plus compliqué, mais 21. Alors, je sais pas, vous avez pris connaissance des réalités. Il y a une commune sans liste déposée dans le département, l'Abergement-Foigné dans le canton de Genlis. Il y a 534 communes qui ont une seule liste, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'un tour. Il n'y aura qu'un tour, donc tout le monde va regarder dimanche dans 15 jours. 148 communes qui ont deux listes, il n'y aura aussi qu'un tour. Et il y a 15 communes qui ont 3 listes ou plus. 15 communes qui ont 3 listes ou plus. Donc, sous réserve d'inventaire au sort du premier tour, vous voyez que le second tour va être un second tour rapide. Autre chiffre qui est intéressant que je voulais vous indiquer, 405 maires sortants conduisent leur liste sur 698. 405. Donc c'est 58%. Maires sortants conduisent leur liste. Après, il y a des maires sortants qui sont scindés des listes. Alors parfois, ça a pu... la parité ou son organisation a pu faire en sorte que des maires sortants se retrouvent en deuxième position, etc. Donc on verra bien, mais d'après des estimations couramment répandues, on aura autour de 63% de maires sortants. Enfin, c'est ce qu'on me dit. Je n'ai pas de puissance de calcul personnelle, mais on peut se faire confiance sur les chiffres. On aurait 63% environ de maires sortants, compte tenu des indications que je viens de vous fournir, qui seraient réélus. Donc vous voyez, une certaine stabilité. Bon, juste un mot encore sur ces élections qui constituent les élections majeures, puisqu'elles concernent chaque commune de France. Vous connaissez tous le climat dans lequel elles se déroulent, un climat d'incertitude profonde. Vous voyez la situation en Iran et ses conséquences sur toute la zone. Vous voyez la multiplication des conflits. Donc beaucoup d'incertitudes, ici même en France, des violences verbales, des violences physiques, des menaces aussi qui visent les élus. Et je le redis d'une manière constante devant vous tous, je l'ai dit et je le redis, ces violences sont inacceptables. Elles doivent être fermement dénoncées, condamnées. Et donc, je le redis, vous connaissez tous mon engagement contre les extrêmes. Tous. C'est le combat d'une vie, et se combattre contre les extrêmes, c'est un combat pour la démocratie, tout simplement. Et vous savez, je me souviens de cette phrase de Kundera, dans l'insoutenable légèreté de l'être. Et il disait, écoutez bien, les extrêmes marquent la frontière au-delà de laquelle la vie prend fin. Et la passion de l'extrémisme, en art comme en politique, est désir déguisé de mort. Je vous laisse méditer ça. La récente actualité donne à ces mots un retentissement tout particulier, parce que pour des convictions qu'on peut combattre, que je combats, un homme a été lynché et je vous le dis, la République, tout simplement, doit protéger tous les citoyens, et singulièrement aussi ceux qui la représentent. Et je le redis, c'est à la République, aux législateurs, de mieux définir le cadre d'intervention des élus et des responsables publics pour les protéger aussi des mises en cause qui ne relèvent pas d'un manquement aux droits et devoirs, mais qui contribuent à jeter un climat de suspicion, notamment, vous l'avez vu, avec des réseaux sociaux qui publient des messages insupportables mettant en cause des élus et entraînant cette suspicion permanente qui est insupportable. Donc il y a des dispositions législatives ou réglementaires
qui gagnerait à être examiné à des fins de cohérence et de simplification, même s'il y a déjà eu des avancées. Hein. Vous savez que la loi du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local a fait avancer. Vous savez, on avait même parfois des conflits d'intérêts entre public, enfin, ce qui était quand même invraisemblable. Et donc, il faut poursuivre ce travail. Alors, on a eu un dialogue récemment avec le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, Jean Maillat, qui a souhaité organiser une série de déplacements hors les murs, comme il les a appelés. Bon, il ne faut pas de commentaires sur le déplacement hors les murs, ça veut dire que certains hauts fonctionnaires se déplacent dans les murs, enfin bon, c'est un déplacement. Enfin bon, bref, je suis bienveillant en disant cela. Hein. Et la Côte d'Or, c'est le premier déplacement de Jean Maillat dans ce contexte que je viens de vous indiquer. Donc on l'accueillera ce matin. Je le dis aux deux groupes politiques, je suspendrai donc la séance à 11h pour pouvoir l'accueillir. Et puis ensuite, on aura un jeu de questions-réponses pour tous ceux qui auront des... il faut le faire remonter des préoccupations que nous avons dans l'exercice quotidien de notre responsabilité. Vous savez bien... Parfois même, on se demandait qui allait rester pour siéger dans le cadre des conflits d'intérêts. Si on est chaque fois obligé de sortir, qu'on est concerné, on se demande qui va siéger demain matin. Enfin bon, bref. Entre transparence et voyeurisme, il y a des vraies questions qui doivent être posées pour préserver aussi, la vie privée des élus et le caractère privé des élus. Donc il y a une vraie réflexion à avoir aujourd'hui autour de ces questions. C'est un débat d'autant plus important que va s'ouvrir un cycle électoral inédit, puisque municipal en mars, en plus nous on a les sénatoriales en septembre, on a les présidentielles en 2027, donc l'année d'après, on va avoir aussi probablement des législatives, et puis en 28, on a le renouvellement de nos conseils départementaux et régionaux. Je ne sais pas si vous voyez le contexte dans lequel on va être. Et donc, toutes ces élections en 2 ans. Bon. J'ai déjà eu l'occasion de le dire et je le redis ce matin à vous tous, nous on est là encore pour 2 ans. Bon, que les impatients patientent, on est là encore pour 2 ans, voire même plus. On verra après, voire plus. Donc ce qui est important, c'est que ces 2 années, nous soyons dans ce département exigeants pour faire que ce soit 2 années utiles pour la France et pour les Côtes d'Orient. D'ailleurs, je vous l'indique, dès après les élections municipales, je réunirai tous les nouveaux maires pour leur présenter l'action du département, nos outils qui sont mis à leur disposition, pour les accompagner dans leur mandat. Je pense, Guillaume Ruet, à la mission conseil assistance et ingénierie Côte d'Or. Vous savez que c'est une mission de conseil auprès des communes sur les travaux de voirie, d'infrastructure, ou tous travaux d'urbanisme, ou tous travaux qu'ils voudraient conduire. On a créé ensuite Ingénierie Côte d'Or, c'est-à-dire qu'on peut accompagner la maîtrise d'ouvrage et donc de nombreuses communes y ont fait appel. On a le SATES, je le redis aussi, parce que parfois c'est méconnu, c'est le service d'assistance pour l'eau et donc pour aussi eau et assainissement. Et puis ensuite, il y a tout le sujet qui est devant nous, dans lequel on est un des départements les plus investis, c'est le domaine de la donnée, de la protection des données de nos communes, et puis évidemment la question de l'intelligence artificielle, dont vous le savez, le combat que je mène, il est très simple, c'est qu'on doit maîtriser cette intelligence artificielle et ne pas aller chercher des services qui nous coûteront très cher à l'extérieur et dont on ne maîtrisera pas les outils. Donc le côté souverain de la donnée est probablement un des sujets les plus essentiels des prochaines années. Alors, bon, soit on l'aborde avec beaucoup d'inquiétude, soit on l'aborde avec... Il faut l'aborder avec responsabilité. Hein, et ne pas... Ou alors on laisse ça à d'autres le soin d'en décider. Je pense que la souveraineté dans cette matière, elle doit s'exercer, y compris au plan local. Je vous confirme que notre data center, notre polycloud, le premier polycloud français, qui est une puissance de calcul, a été mis en place, est installé. Donc nous avons déjà pratiquement 200 communes, je vous le confirme, pour lesquelles nous protégeons les données. Elles sont hébergées dans notre data. On va continuer, puisqu'avec les nouvelles équipes qui vont arriver, on va continuer à leur proposer ce service. Donc vous voyez, on est au cœur
on est au cœur des enjeux du futur. Et puis, quand je parle des enjeux du futur, vous l'avez compris, hein, il y a la problématique du changement climatique et ses conséquences à la fois sur la qualité de l'eau et sur l'approvisionnement en eau. C'est un des enjeux là aussi majeurs de la décennie et des prochaines décennies. Et lors de notre session aujourd'hui, on va marquer une nouvelle étape. Et je voudrais bien que vous en soyez tous conscients, mais je crois que vous l'êtes tous. C'est une étape que je qualifie et que j'ai qualifiée d'historique, puisque nous avons déjà eu la création des 2 syndicats de production d'eau, le syndicat des Maillis et le syndicat de Grosbois, pour lequel nous allons sécuriser la ressource. Et aujourd'hui, je vais vous proposer de signer des conventions de délégation de maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que nous allons engager les travaux, les études et les travaux, poursuivre des études en vue des travaux, mais les travaux vont démarrer très rapidement. Pour ces 2 secteurs, nous allons produire de l'eau, tout simplement. En clair, ces travaux vont pouvoir sécuriser l'approvisionnement d'eau écoutez-moi bien, ça va sécuriser l'approvisionnement en eau de 50% des communes du département. C'est vous dire l'importance de ce que nous allons voter. 50% des communes du département. 164 communes pour les Maillis, 168 communes pour Grosbois. Donc c'est énorme. Moi je veux. Et à la clé, j'insiste, hein, à la clé, c'est un investissement de 100 millions d'euros. Alors, ce n'est pas 100 millions d'euros pour le département. Nous allons bâtir un plan de financement d'investissement. Ce que je souhaite, c'est que, et je l'ai dit, l'objectif, c'est que l'eau soit accessible pour tous, partout, à un prix qui reste supportable et qui soit le prix partagé par tous. Voilà. Donc, pour ne pas alourdir la charge pour nos compatriotes, évidemment, la solidarité départementale jouera à plein. Donc, on va bâtir ce plan de financement, mais je peux d'ores et déjà vous indiquer que ce sera de l'ordre de 100 millions. Je précise bien que c'est pour la production d'eau potable et pour les interconnexions. La distribution restant de la charge, bien sûr, des syndicats. Alors, ce plan de financement, on va le faire avec les syndicats, les communes, la Banque des territoires, les agences de l'eau, que je vais réunir très prochainement. Je veux d'abord remercier vraiment nos équipes, David Percheron et cher Olivier Barrozet. C'est vous qui avez piloté personnellement ce programme. Je veux vous remercier personnellement. Vous êtes un des meilleurs connaisseurs de l'eau. Je remercie les agents, les techniciens, les élus aussi qui sont engagés. Je remercie aussi l'évolution du dialogue avec la métropole. Madame la maire, l'évolution du dialogue avec la métropole où chacun a considéré qu'il fallait faire un pas vers l'autre pour assurer la bonne réponse. Et donc remercier les services de l'État, le préfet Paul Mourier qui s'est impliqué personnellement et laissé l'intelligence territoriale agir sur cette question vitale. Et puis remercier aussi le législateur d'avoir modifié la loi pour nous laisser agir. C'était vital, je le dis, pour nos territoires, parce que tous les maires le savent, pas d'eau, pas de construction, pas d'habitants nouveaux, pas d'activité, je rajouterai pas d'agriculture. En résumé, pas d'eau, pas de vie. Donc, et c'est surtout sensible en Côte d'Or, puisque vous le savez, nous sommes le toit du monde occidental. Cher Alain, l'ami et sa collègue, nous sommes, Céline Vialet, nous sommes le toit du monde occidental. Et donc, nous sommes à la tête de 3 bassins versants. Donc, c'est un peu compliqué à gérer entre 3 agences. Mais enfin, cette particularité hydrogéologique nous expose à une fragilité que personne ne doit ignorer. Et je vous redis le chiffre parce qu'il est quand même stupéfiant, il est partagé. En 2050, toutes les études convergentes estiment la baisse du débit des cours d'eau à 25%, c'est-à-dire 2050, c'est demain, hein, c'est dans une vingtaine d'années, et la recharge des nappes phréatiques pourrait diminuer jusqu'à 20%. 20% de moins, donc vous imaginez. Donc l'interconnexion, ça permet de mutualiser, de sécuriser, de maîtriser les coûts. Ça a pris du temps, il a fallu lever de nombreux freins. On est un pays très administré, il a fallu réunir la commission départementale de coopération intercommunale, faire voter les évolutions nécessaires, obtenir l'arrêté préfectoral, faire changer même les textes de loi pour pouvoir agir. Non, vous voyez un peu.
Je rappelle qu'il y a quelques années, on pouvait produire de l'eau brute, mais pas produire d'eau potable. On est quand même dans un monde de fous. Donc, dans mon esprit, il ne s'agit pas de bouleverser les compétences, je le redis, hein, mais bien d'avoir un cadre d'exercice qui nous permet d'agir au service de nos compatriotes et à la demande des communes et des syndicats. Voilà. Donc, et quand je dis cela, je le dis à Christophe Avena aussi, parce qu'on a un débat avec le groupe de gauche. Quand je dis ça, on est au cœur d'un débat actuel sur la décentralisation. Vous savez, on nous annonce un texte, alors je ne sais pas ce qu'il adviendra. J'ai un de mes collaborateurs d'EDF qui est un des départements de France qui est là, d'ailleurs il peut se lever pour qu'il... Un des meilleurs connaisseurs de la vie du Parlement. Il a souhaité participer à une session du conseil départemental. Vous nous direz ce qu'il en est un jour du texte de loi qui est en préparation. Je crois qu'on doit nous le transmettre rapidement. Mais enfin, on a un débat actuel sur la décentralisation. Et moi, je pense une chose, franchement, c'est que la meilleure réponse aux inquiétudes de nos compatriotes, c'est l'action. Et si j'ai un seul message à faire passer au nom de département de France, comme en mon nom de président du département de la Côte d'Or, c'est laissez-nous agir. Voilà le message que je donne à l'État, laissez-nous agir et donnez-nous des moyens qui engagent notre responsabilité, c'est-à-dire qu'on puisse décider nous-mêmes des financements, du rendre comptable devant les compatriotes. Bon, moi, quand je dis ça, j'ignore rien du contexte financier dans lequel sont placés les départements. Je n'ignore pas. Mais je redis, c'est pour ça que je m'adressais au groupe de gauche, que tous ceux qui voudraient qu'on se recentre sur nos seules compétences sociales, eh bien je vous dis que vous feriez courir un lourd risque pour la France en accélérant les fractures territoriales qui nourrissent le sentiment d'abandon. Je pense, en disant cela, je pense aussi au grand défi des prochaines années qui est celui de la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire de maintenir notre capacité à produire dans notre pays et assurer l'alimentation des Français. J'ai hâte d'avoir le rapport final de la Chambre régionale des comptes. Qui est, hein, on vient de le recevoir. Ben alors on va le faire bientôt, prochaine session. Donc la Cour des comptes, la Chambre régionale des comptes, à la demande de la Cour d'ailleurs, est venue vérifier ce que nous faisions en plan alimentaire territorial et en matière d'alimentation et de soutien à l'agriculture. Je vous rendrai le rapport. Il nous est adressé, donc je peux en dire un mot. Vous verrez que l'action que nous conduisons n'a pas fait l'objet de commentaires. Au contraire, ils ont trouvé que c'était un niveau d'implication qui avait permis de faire progresser. Donc on aura un débat. Mais en tout cas, le grand défi des 30-40 prochaines années, ce sera aussi de maintenir notre capacité à assurer l'alimentation à travers, et d'assurer la succession, aussi la transmission des exploitations. Hein. On sort du salon de l'agriculture, je remercie tous ceux qui étaient là, de tous les bancs d'ailleurs. Hein. Il y avait de notre assemblée, pour témoigner notre soutien à nos agriculteurs, mais en France, c'est un défi considérable. On va avoir 50% de nos agriculteurs qui partent en retraite dans les 10-15 ans. Je ne sais pas si vous voyez le choc qu'on va avoir. Hein. 50%. Vous savez, dans tous les secteurs, vous voyez de la déprise agricole, c'est aussi des impacts sur les paysages considérables. Hein. Ce sont des paysages même qui vont être transformés, et c'est singulièrement vrai dans les élevages extensifs que nous avons, où précisément l'extension des exploitations va vite trouver son terme. Hein. Quand vous avez des éleveurs qui ont déjà 200-300 vaches à faire veau, etc., je vous laisse imaginer leur vie. Donc, là aussi, ma conviction, c'est que pour l'agriculture, il n'y aura pas de retour à la confiance pour nos agriculteurs sans la reconnaissance de leur action, de leur métier. Voilà. Sans reconnaissance de leur savoir-faire, qui nous valent d'ailleurs une notoriété au plan international. Je ne pense pas qu'au vin, hein, cher Denis Thomas, chère Charlotte, Anne Parent, enfin je ne vais pas citer Valérie Dureuil, je ne vais pas citer Hubert Poulot, enfin tous ceux qui sont dans le secteur viticole. Mais en tout cas, on a là une reconnaissance de nos produits au plan international. C'est pour ça que malgré l'absence des bovins, je vous le redis, j'ai souhaité qu'on soit présent à Paris. Alors bon, on a été solidaires en n'organisant pas le grand déplacement de plusieurs centaines de Côtes d'Oriens, mais on ne va pas renoncer à accompagner nos producteurs qui ont fait rayonner la Côte d'Or au concours général agricole, nos vignerons, je le redis, nos éleveurs de moutons, de chevaux de trait de l'Auxois, nos producteurs de volailles qui étaient là, et puis nos producteurs de lapins. Vous avez vu qu'Aimé Rollin, il a le record, probablement, il en est à
8 prix du président de la République, avec ses lapins. 50 ans de participation au Sénat. On le fera venir un jour qu'il nous vienne nous présenter ses lapins. Je vais l'inviter à venir là parce que 50 ans de salon et il nous amènera, s'il peut circuler, son champion pour qu'on le présente au Côtes d'Orient aussi. Bon, et puis quand j'ai parlé d'eau et d'agriculture, évidemment, on abordera aussi l'avenir du canal de Bourgogne. Moi, je trouve qu'il y a un vrai manquement là, de tous les pouvoirs publics depuis des années à assurer l'entretien de nos canaux. Et aujourd'hui, on se retrouve devant des difficultés. Vous connaissez ma position. Je me suis opposé avec Martine et Abd Dupin, puisque ça concernait notre secteur, à la perspective d'une fermeture du canal. Parce que je vous le dis, on a beau me dire que ce serait des fermetures provisoires, toute fermeture, ça ne rouvrira pas. Donc il est sûr que je mènerai la bataille pour maintenir ce canal de Bourgogne avec tous ceux aussi qui sont attachés à la présence de nos ports. Je pense à Marie-Claire Bonnet-Vallet, je pense à Sébastien, je pense aussi à Emmanuel Coin, je pense, j'en oubliais, Gilles Delpaux. Vraiment, nous avons la ferme volonté de faire en sorte que ce canal de Bourgogne ne ferme pas. Alors on a eu un dialogue, je n'ignore pas là encore les conditions dans lesquelles VNF est assuré. Je sais que c'est partagé aussi par la ville de Dijon, puisque je vois le travail que vous avez fait, avec des défis aussi environnementaux, il faut garder régulièrement. Mais en tout cas, c'est une exigence. Voilà. On a beaucoup investi sur les véloroutes. C'est vous dire s'il y a aussi une attractivité du canal en termes de promenade, de lieux, puis en termes aussi d'équilibre de vie, en termes de biodiversité, puisque nous avons aussi l'alimentation, les rigoles, comme on les appelle, qui participent de la biodiversité. On va même être un des premiers départements français à faire en sorte qu'un espace naturel sensible soit fait autour de nos rigoles, pour bien montrer l'importance qu'a ce canal aussi dans la biodiversité. Donc on a décidé d'avoir un investissement, d'investir à la mesure de nos moyens, mais d'investir 200 000 € par an. La région devra clarifier sa position. Je crois qu'il y a des divergences de vues. J'appelle à nouveau le président de la communauté de communes de Venaré-les-Laumes, la COPAS, là aussi a clarifié sa position. On ne peut pas dire on aime le canal et refuser de participer, même modestement. Enfin, c'est insupportable, je le dis clairement. Voilà, si on veut défendre le canal, on le défend tous ensemble. Voilà, et on marque son attachement au canal. On ne peut pas d'un côté dire on veut le défendre, mais même pas participer modestement, même pas modestement à un investissement. Je le dis avec bienveillance et en tendant la main, mais enfin, voilà. En tout cas, la position du département est très claire, on ne laissera pas tomber nos canaux. Ça vaut pour tous les canaux qui traversent notre terre, je le dis. Voilà, je ne vais pas être plus long, je l'ai déjà été. En tout cas, vous savez, quand je dis cela sur le canal, on est aussi les héritiers d'un patrimoine remarquable, qui est une considérable chance pour l'attractivité de nos territoires et de notre département. Je le dis devant Marie-Claire Bonnet-Vallet, qui est présidente de Côte d'Or Attractivité, c'est une formidable chance patrimoine. Alors bien sûr, c'est une charge, mais on a aussi une responsabilité majeure, c'est de le transmettre à nos enfants. Et tout ce patrimoine, il participe de la fierté française, tout simplement. Et je crois qu'on ne garantira un destin à un pays que si on recouvre le sentiment de fierté française. Ce n'est pas du nationalisme, ça, la fierté française. C'est retrouver un sentiment qu'on ait tous à faire en sorte qu'on puisse se voir un destin dans un monde en grande fragilité. Et la Côte d'Or est engagée à participer pour redonner confiance dans notre destin commun. J'allais même dire que vive la République et que vive la France en concluant. Merci à tous.